Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. En première partie d'émission, nous parlons de clause de non-revente avec l'avocate en droit de propriété intellectuelle Julie Ribicki, une clause que les galeristes peuvent imposer aux collectionneurs. On fait le point dans un instant. Pour l'interview de la semaine, nous nous intéressons à la réglementation à venir sur l'importation des biens culturels qui inquiètent la profession des antiquaires. Avant son application en juin 2025, ils cherchent à faire entendre l'impact que pourrait avoir cette réglementation sur leur profession. Christophe Yoko, qui est président de la commission juridique et fiscale du syndicat national des antiquaires, est avec nous dans un instant. Merci à vous toutes et tous qui nous rejoignez. Tout de suite, c'est Art et Marché. C'est une clause qu'il faut avoir en tête lorsqu'on achète une œuvre d'art. Le contrat peut contenir une clause de non-revente. Julie Ribicki, qui est avocate en droit de la propriété intellectuelle, est avec nous en visio pour nous donner plus de détails sur cette clause. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cas cette clause est applicable et surtout combien de temps, on parle de combien de temps de détention d'une œuvre ? Ok, merci beaucoup Sybille. Oui, effectivement, c'est une pratique de plus en plus courante dans le marché de l'art, sur le marché de l'art, que les galeristes imposent ce type de clause, on appelle ça des clauses de no resale agreement, surtout dans le marché américain, mais de plus en plus aussi dans le marché français. L'objet est simple et d'interdire la revente d'œuvres d'art, notamment vente aux enchères, pendant un certain délai. Ce délai, il est entre 3 ans et 5 ans maximum, mais 3 ans, je pense que c'est une durée relativement longue et raisonnable pour cette interdiction. Et le but ultime, c'est d'éviter la spéculation de l'artiste et d'éviter effectivement de mettre un terme prématurément à sa carrière, parce qu'on sait très bien que la cote de l'artiste peut aussi vite monter qu'elle n'est descendue. Donc c'est vraiment une clause pour protéger les artistes. Et donc est-ce que c'est une clause qui s'applique de plus en plus? Pourquoi est-ce que les galeristes est-ce qu'ils voient de plus en plus de reventes de plus en plus rapides, on va dire? Exactement. En fait, il y a des œuvres d'art et il y a surtout, vous devez connaître, des artistes qui sont fortement sollicités et pour lesquels il y a des collectionneurs qui sont même sur des listes d'attente. Donc, pour éviter qu'effectivement, de manière et d'en faire un véritable marché qui a une autre valeur qui est moins éthique mais plus business et effectivement de permettre à certains artistes de voir leur cote monter, c'est vraiment une clause de protection. En vérité, moi, je me suis intéressée sur la valeur juridique de ce type de clause parce que ça vient quand même limiter un droit qui est absolu, c'est un droit de propriété. Normalement, on peut faire ce qu'on veut de son œuvre d'art. Il y a les droits d'auteur, mais en tout cas, sur son droit de propriété, normalement, on a le droit de le revendre. Là, effectivement, on est limité sur une certaine période. Alors après, il faut faire attention sur ce type de clause parce qu'effectivement, la limitation doit être temporaire. Il faut que cette clause soit bien lisible dans les actes d'achat. Ça ne doit pas être écrit en petits caractères. Elle doit mentionner, elle doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Alors c'est vrai que souvent les galeristes ne l'écrivent pas, mais ce serait bien que ce soit écrit noir sur blanc que le but est d'éviter la spéculation et elle ne doit pas créer un déséquilibre significatif, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas empêcher non plus un collectionneur de revendre son œuvre à un moment donné. Donc voilà vraiment l'intérêt de cette clause, mais en réalité, c'est plutôt une clause, un outil qui est plutôt dissuasif, puisque ça permet simplement d'éviter cette spéculation, cette revente, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de procédure judiciaire pour faire annuler ce type de clause en cas de violation. Eh bien, merci beaucoup Julie Ribicki. Je rappelle que vous êtes avocate en droit de la propriété intellectuelle et vous étiez avec nous en visio pour nous donner plus de détails sur cette clause de non-revente. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Une réglementation sur l'importation des biens culturels devrait s'appliquer à partir de juin 2025. Elle durcit les conditions d'entrée des biens culturels dans l'Union européenne et elle inquiète la profession des antiquaires. Christophe Yoko est avec nous, il est président de la commission juridique et fiscale du syndicat national des antiquaires. Merci beaucoup d'être présent. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur cette réglementation quels sont les biens culturels concernés par cette réglementation? Oui, vous avez raison parce qu'on parle d'archéologie, mais ce n'est pas seulement l'archéologie. C'est les biens culturels qui ont plus de 250 ans, qui peuvent venir en effet de sites archéologiques, mais qui peuvent venir également du démembrement de monuments,
de temples khmer, indiens, je ne sais où. Et donc tout ceci est couvert. Il y a une liste qui est très longue d'objets qui sont couverts et qui amène la nécessité d'avoir des autorisations, des licences d'importation lorsque ces pièces ont plus de 250 ans, quelle que soit leur valeur, même une valeur minime. Et de l'autre côté, si ces pièces ont plus de 200 ans, là, il y a une première dérogation, mais qui se fait pour des pièces qui est au-delà d'une valeur de 18 000 euros. Voilà, là, aujourd'hui, ce qui est couvert par cette question d'importation. Et bien évidemment, tout ce qui a comme origine, c'est important, et provenance hors communauté européenne. Des vieux tableaux, des tableaux anciens européens ne sont absolument pas concernés par cette réglementation, ce qui est assez logique, d'ailleurs. Oui. Et justement, dans cette réglementation, quels sont les aspects qui pourraient avoir le plus d'impact sur la profession d'antiquaire ? Voilà. Alors, je dirais, les aspects qui auront le plus d'impact, c'est en fait la limitation qui va être apportée dans la capacité d'importer. Et je suis sûr qu'on va en parler dans le détail et les raisons. Mais je dirais que même plus que les antiquaires, ceux qui vont être vraiment impactés à terme, ce sont les collectionneurs ou les gens aujourd'hui qui, par héritage, par famille, ont des biens culturels qui rentrent dans ces catégories-là. On peut toujours imaginer qu'un antiquaire décide de s'orienter vers une autre spécialité en raison des contraintes de ces réglementations. Par contre, un collectionneur, ça fait partie de son patrimoine ou un patrimoine familial. Là, il est bien évident que l'impact est tout à fait différent. Parce qu'aujourd'hui, comment ça se passe pour importer un bien culturel en dehors de l'Europe, pour notamment donc, l'archéologie ou les antiquaires? J'imagine qu'il y a déjà tout un certain nombre de recherches qui est faite pour vérifier la provenance de cet objet. Oui, vous avez raison. Et en fait, soyons très clairs, cette réglementation en tant que telle, le principe est louable. C'est ça. Il est bien évident qu'une époque où des sites archéologiques pouvaient être pillés ou des temples démembrés, c'est heureusement il y a fort longtemps, et c'est quelque chose, de toute façon, si ça se passait encore, qui est tout à fait plus que critiquable, qui doit être interdit et qui doit être contrôlé. Donc le sujet n'est pas là. Le sujet ensuite, c'est ce qui va être demandé par cette réglementation qui existe depuis 2019, mais dont l'application va réellement se faire le 28 juin 2025 avec la mise en place d'un système informatique et de la demande de licence d'importation. Donc aujourd'hui, un marchand, une maison de vente, qui sont très concernés également par cette réglementation, va s'assurer qu'on a des documents ou un faisceau d'indices qui nous rassure sur la provenance de ces pièces. On est extrêmement vigilant, justement, de ne pas avoir... J'ai eu un cas récent, moi, par exemple, d'une pièce où, faisant des recherches sur Internet, sur les bases Interpol, on fait tout un travail sur les provenances, je me suis aperçu qu'en fait, cette pièce était encore dans un temple indien dans les années 80. Et donc, c'est une pièce sur laquelle, bien évidemment, on a annulé la transaction. Et ensuite, on s'est même retourné vers l'ambassade d'Inde, puisqu'il était clair que cette pièce avait été volée sur ce temple. Bon, voilà. Donc, déjà, on a un travail très important et qui est critique pour nous, bien évidemment, en termes de provenance des pièces, des documents, des photos, des recherches. Là, j'avais trouvé ça en fait sur un document, un article qui avait été fait par un conservateur de musée américain sur ce temple. Et on avait retrouvé la photo de la pièce. Parce que qu'est-ce qui va changer là, c'est le niveau de sanction, le niveau de réglementation, parce que toutes ces recherches que vous faites, est-ce que c'est obligatoire dans un sens légal du terme ? Je dirais que cette réglementation, quand on la regarde bien, au niveau de ces décrets d'application qui datent de 2021, aujourd'hui, on va nous demander énormément de documents, comme par exemple d'avoir un document qui autorisait l'exportation de cette pièce par le Cambodge, par la Colombie, par je ne sais quel pays, puisqu'on est dans l'archéologie ou démembrement de monuments. Et à l'époque, en fait, dans l'essentiel des cas, ces documents n'existaient pas. Donc déjà, c'est un premier obstacle. Bon. Ensuite, on sait parfaitement bien parce que le sujet de provenance, il y a encore 25 ans, 30 ans, peut-être même 20 ans, n'était pas si sensible qu'aujourd'hui, ce qui est regrettable d'ailleurs, soyons clairs, vous avez énormément de collectionneurs qui n'ont pas de documents ou qui n'ont pas gardé simplement les documents nécessaires. Donc ils vont pouvoir nous dire, on va agir sur la bonne foi, ils vont nous montrer des photos de la pièce chez eux, mais il est rare malheureusement d'avoir des documents, et en particulier par rapport, vous avez mentionné l'UNESCO, par rapport à ce qui est demandé dans cette réglementation, d'avoir une confirmation que cette pièce vient d'avant avril 1972. Ça fait partie des dérogations qui sont possibles. Donc aujourd'hui,
à partir du moment où chaque professionnel, maison de vente, où nous faisons notre travail de diligence, je dirais, ça nous permet d'éviter justement les écueils de provenance qui seraient douteuses. Bon. Mais à partir de ce 28 juin 2025, on va demander un certain nombre de documents et je crains que dans la grande majorité des cas, il soit très difficile de ne pas fournir ces documents, simplement pour les raisons que j'ai mentionnées. On a même les situations, alors je sais qu'il y a aussi un allègement, qui fait qu'on ne sait pas en fait de quel pays précisément cette pièce vient. Qui se tournait en fait. Voilà. Lorsqu'on parle d'art du Gandhara, c'est le Pakistan, c'est l'Afghanistan. Donc il faudrait qu'on ait un document du Pakistan, un document de l'Afghanistan. Puis de toute façon, je suis certain qu'à cette époque, ces documents n'existaient pas. Mais est-ce que si ça se fait progressivement, si par exemple dans 10-15 ans, tout le monde a maintenant en tête qu'il faut avoir ces documents-là, peut-être que ça va rentrer et devenir un réflexe. Vous ne pensez pas que ce soit possible ? D'abord, il faut que les documents existent. Donc, il y aurait même un risque plutôt d'avoir des faux. Des faux, hein. Ça, c'est, voilà. Donc, il faut quand même. Et d'ailleurs, on l'a vu. Hein, on l'a vu dans des périodes récentes. Hein. Bon. Donc, non, en fait, je dirais, ce qui est également un souci extrêmement important qu'il faut penser, c'est pour ça que je pense, moi, aux collectionneurs. Parce que d'abord, on vit grâce à des collectionneurs. Bon, c'est qu'avec tous ces documents, il sera très difficile d'apporter tous ces objets culturels, et de nouveau, l'étendue est très importante. Tout ce qui est art d'Asie est concerné, art précolombien, ainsi de suite. Bon. Et donc, à partir du moment où ça sera difficile de les importer, il y a quand même d'autres pays qui, eux, ne vont pas être concernés. Donc, je dirais, vous voyez, dans cette situation, je vais prendre un exemple très, très simple, et pour être très direct, je dirais c'est un peu la revanche du Brexit. Ah oui, dans le sens le Brexit a amené un déplacement des marchés. Parce qu'au lieu d'avoir un transit efficace à l'intérieur de la communauté européenne, bien évidemment, c'était beaucoup plus compliqué avec le Royaume-Uni, en particulier avec Londres, qui est une grande place. Hein. Bon. Là, les Anglais, qui ont participé, en fait, en 2019, à la définition de ce règlement, puisqu'ils faisaient partie de la communauté européenne, ont décidé, je dirais presque sans grande surprise, de ne pas l'appliquer. Et au contraire même de faciliter les formalités douanières qui ont été mises en place au moment du Brexit. Donc ils suivent exactement le chemin inverse. Et je ne les critique pas. Je dis c'est une réalité. Donc l'Europe, bien sûr, c'est important, mais c'est qu'une partie du monde. La communauté européenne n'est qu'une partie du monde. Et donc, c'est pour ça que je parle de revanche du Brexit. On va avoir clairement un déplacement de l'activité de Paris en particulier, qui est devenue la grande place en Europe, vers Londres, pour ces raisons-là, ou même ou d'autres endroits. Quelques secondes, juste est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est possible pour la profession de faire pour alerter avant, est-ce qu'il y a des changements possibles avant justement le juin 2025 ? Bon. Alors, je dirais que nous avons deux actions actuellement et que nous menons mais vraiment quotidiennement, qui sont d'une part un dialogue avec le ministère des Cultures et les douanes. Et je dois dire que nous avons des interlocuteurs à chacun des niveaux, en particulier au niveau des douanes, qui seront amenés à contrôler en fait cette application. Donc, nous travaillons avec eux pour mieux comprendre les règles d'application et en fait leur soumettre même des cas concrets concernant tous ces objets culturels. Et bien évidemment, au niveau européen, où là, c'est un effort international, avec nos confrères d'autres pays d'Europe, et même anglais dans certains cas, c'est voir au niveau de la communauté européenne quels pourraient être à terme les aménagements. L'objectif est louable, l'objectif n'est pas de détruire ce règlement, c'est simplement qu'il soit réalisable et qu'on n'ait pas un appauvrissement final de la culture extra-européenne en Europe. Parce qu'on pourra continuer à exporter. Par contre, il sera très difficile d'importer. Donc, les conclusions sont simples. Merci beaucoup, Christophe Yoko. Je rappelle que vous êtes président de la commission juridique et fiscale du syndicat national des antiquaires. Merci d'avoir été avec nous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt Marché.